Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. David Chevalarias, bonsoir. Vous êtes mathématicien spécialiste des réseaux sociaux et avec vous, ce soir, on va plonger dans le cerveau d'Elon Musk. Vous avez décortiqué les obsessions d'Elon Musk dans les quelques 80 000 messages qu'il a postés sur son réseau social et on verra que le résultat est inquiétant. Mais avant cela, on se penchera sur la santé mentale des Français. Anxiété, dépression, tentative de suicide. Les Français vont de plus en plus mal. On essaiera de comprendre pourquoi et on verra comment le gouvernement compte y répondre avec ce plan santé mentale et psychiatrie dévoilé cette semaine par le ministre de la Santé. Enfin, jusqu'où ira cette guerre entre Israël et l'Iran ? Plus de 200 avions de chasse ont frappé l'Iran cette nuit, des bases militaires, des sites nucléaires, de hauts responsables iraniens. Ce sera notre grand angle à la fin de l'émission. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait. Eh bien, suivez-moi, on y va. « 13 millions de personnes sont touchées par un trouble psychique en France tous les ans et cela ne s'arrange pas. La santé mentale a été érigée en grande cause nationale cette année, mais les moyens sont-ils au rendez-vous et est-ce uniquement une question de moyens ? On en débat ce soir avec Agathe Kupfer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chez Musae, c'est un média qui est spécialisé dans la santé mentale. Marie-Josée Cortès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat des psychiatres des hôpitaux, le SPH. À vos côtés, Sandrine Rousseau, bonsoir. Députée écologiste de Paris. Et alors, vous êtes l'autrice d'un rapport parlementaire consacré aux urgences psychiatriques. Enfin, Emmanuel Raymond, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Et pour commencer, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, un grand plan et de gros doutes. Oui, ça y est Clément, le ministre de la Santé a un plan et il l'affirme. La prise en charge des problèmes psychiques doit être une priorité. Je crois qu'il y a urgence à renforcer toute la prise en charge de la santé mentale de la population et particulièrement des plus jeunes. Yannick Neder a dévoilé ses pistes hier dans les colonnes du Parisien. Il prévoit une trentaine de mesures et 3 axes principaux. 1. Favoriser le repérage précoce, notamment chez les 12-25 ans. 2. Développer une psychiatrie de proximité plus facilement accessible. Et 3. Reconstruire la psychiatrie en adoptant, par exemple, une des mesures que vous aviez préconisées, vous, Sandrine Rousseau, et qui recommandait notamment d'augmenter le nombre d'internes admis dans la spécialité. 500 internes de psychiatrie par an. L'objectif, c'est de passer à 600 et de pouvoir aller bien plus loin. Donc ça, c'est pour les grands axes du plan, mais ce plan, il ne fait pas l'unanimité. Non, Clément, essentiellement auprès des professionnels de la santé mentale qui formulent plusieurs doutes. Ils doutent d'abord parce que le coût du chantier prioritaire, on l'aura déjà fait. Nous ferons, si vous le voulez bien, de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. Michel Barnier avait promis de s'y atteler. Il n'en a pas eu le temps. Mais si les professionnels du secteur sont extrêmement dubitatifs, c'est surtout parce que le plan pour améliorer la santé mentale ne prévoit pas la plus petite ligne de budget supplémentaire. Hier, Yannick Neder a déclaré ceci à la radio. La psychiatrie ne doit plus être le parent pauvre de l'hôpital. Sauf qu'avant, hier, il avait dit à nos confrères du Parisien « On doit s'appuyer en priorité sur les moyens qu'on a ». Comprenez qu'il n'en a donc pas un sou supplémentaire pour sauver la psychiatrie française qui manque pourtant cruellement de moyens. Alors je vous ai préparé un petit état des lieux. Regardez, rien que pour le secteur scolaire, il y a actuellement en France un psychologue pour 1500 élèves, un infirmier pour 1600 et seulement un médecin pour 13 000 enfants. Quant à l'attractivité du secteur que le ministre de la Santé entend améliorer, toujours sans le plus petit euro de plus, elle n'a qu'à bien se tenir car les chiffres que Yannick Neder a d'ailleurs cités lui-même sont assez peu encourageants. 60% des internes pensent que la psychiatrie est une sous-spécialité et 30% en ont peur. Enfin, il y a un tout dernier sujet qui préoccupe beaucoup les professionnels de la santé mentale, c'est celui des centres médicaux psychologiques. On parle ici de structures publiques, elles sont totalement gratuites, elles accueillent de très nombreux jeunes gens et le ministre de la Santé souhaite les solliciter davantage, notamment pour traiter les urgences.
Il va avoir des phases de délai de consultation sans rendez-vous pour justement, quand il y a eu un repérage, notamment dans un établissement scolaire, pouvoir le prendre en charge. Formidable. Le hic, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui, quelquefois jusqu'à 2 ans d'attente pour obtenir un rendez-vous. On voit donc assez mal comment ceux qui sont aujourd'hui déjà totalement débordés pourraient faire plus sans budget supplémentaire. On va en débattre avec nos invités. Merci à vous, Bruno Donnet. Marie-Josée Cortès, donc ce triptyque, prévenir, soigner, reconstruire. Quel est votre sentiment général sur ce plan annoncé par Yannick Neuder ? Alors sur les 3 mots, on pourrait être absolument ravis puisque ce sont les axes que chacun, aussi bien les professionnels de santé que les personnes concernées, leur entourage attendent. J'ai bien évidemment envie de remercier le ministre sur sa posture indiquant l'importance des réponses de proximité. Inévitablement, je pense à l'organisation sectorielle qui, bien évidemment, doit prendre une allure 2025, nous en sommes d'accord, mais qui permet de ne laisser aucun citoyen sans référence soignante. Par contre, ma satisfaction, hélas, s'arrête là. Pourquoi s'arrête-t-elle là ? D'abord parce qu'il n'y a aucune annonce budgétaire et qu'on sait très bien que lorsqu'il n'y a aucune annonce budgétaire, en règle générale, il ne se passe rien, je suis désolée. Pour que la psychiatrie sorte peut-être de cette image des pauvres créatifs et solidaires, il eût fallu certainement convier l'ensemble des interlocuteurs, dont des représentants ici présents, à un débat structuré, à une planification construite que nous appelons de nos voeux de très très longue date. Mais est-ce que c'est qu'une question de moyens ? Parce que, par exemple, il y a des annonces faites en matière de formation, pas que dans le domaine de la psychiatrie directe, c'est-à-dire le personnel encadrant dans les collèges et les lycées pour qu'ils puissent détecter les signes de troubles psychologiques chez les élèves. Ça, ce sont des choses concrètes qui peuvent être utiles. Ce sont des choses concrètes, ce sont, entre guillemets, des vœux de repérage chez chacun de nos concitoyens du, entre guillemets, attention, ne va pas bien, quelle réponse pourrions-nous apporter à ce que nous venons de détecter ? Néanmoins, si même c'est absolument louable et on ne peut que soutenir la démarche, ensuite, encore faut-il qu'il y ait des effecteurs de soins, des gens pour accueillir, des gens pour proposer des réponses concrètes, des gens pour dire comment on fait lorsqu'on va mal et que l'on a besoin extrêmement rapidement d'avoir un interlocuteur de santé. Tout ça n'est explicité nulle part. Agathe Kupfer, est-ce que vous partagez ce point de vue, ce sentiment, le fait que Yannick Neuder dit qu'il faut faire avec les moyens qu'on a, ça veut dire que forcément ça ne va pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui ou... Comme vous le soulignez, il y a aussi le problème c'est bien de repérer, mais en fait, le diagnostic, s'il doit y en avoir un, déjà, il sera posé par un professionnel ou une professionnelle de santé. Donc, il faut ces moyens-là et il en manque. Donc ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais aussi, dans ce plan santé mentale et psychiatrie, je trouve qu'on ne distingue pas assez bien la souffrance psychique et les troubles psy. C'est 2 choses qui sont quand même assez différentes. Et là, le manque d'information, en fait, il faut que les gens puissent comprendre ce qui se passe, un état de stress, à quel moment il est inquiétant, à quel moment il faut se rapprocher. Et le plan assume ces 2 volets. Il parle de santé mentale en général et de psychiatrie. Oui, après, il veut adresser les deux sujets à la fois. Oui, c'est ça. Après, ce qui est quand même cohérent, mais c'est vrai que tout est assez mis sur la psychiatrie, ce qui est en même temps normal parce qu'il y a trop de manque, il n'y a pas assez de moyens. Il manque beaucoup de choses. Mais sur l'aspect vraiment information, moi je suis journaliste, donc nous, notre rôle, c'est de faire des contenus psychoéducatifs pour qu'on comprenne à la fois ce que sont les troubles psychiques, mais aussi ce qui nous concerne toutes et toutes, l'anxiété, le stress, à quel moment ça devient inquiétant. C'est-à-dire, si on a mal au ventre, on sait qu'on va chez le médecin, on se dit c'est sans doute une gastro, Si on est stressé depuis 3 jours, on ne sait pas trop quoi faire de cette information. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Et aussi de dire que la santé mentale, les Français vont très mal, ça peut aussi avoir un effet contre-productif de penser que si on est dans un état de stress qui pourrait être normal, de se dire « oulala, attention, ça ne va pas du tout », alors que aussi le stress fait partie de nos vies. La santé mentale, c'est un continuum, c'est des états qui sont fluctuants et c'est assez normal. Voilà. Sandrine Rousseau, sur les grands axes de ce plan, développer une psychiatrie de proximité, rebâtir, reconstruire toute la filière psychiatrie en médecine aussi, ce sont des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Comment recevez-vous ce plan ?
Alors déjà, je dois dire que j'ai travaillé avec Nicole Dubré-Chirac, qui est une députée Renaissance, enfin maintenant Ensemble pour la République, et qu'on a très bien travaillé ensemble. Et alors, ce plan, bon, déjà, il faut saluer quand même ces annonces. Ça fait l'annonce de la grande cause de la santé mentale, elle a eu lieu en décembre 2024, vous l'avez noté. On est quand même en juin, il ne s'était rien passé jusqu'à présent, donc saluons les annonces. Après, il y a quand même d'énormes manques, il y a un sujet de budget évidemment, mais il y a aussi un petit sujet autour des sujets qui fâchent. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, on a des démissions dans le secteur public de psychiatres qui vont dans le libéral parce qu'ils assurent la continuité des soins, la permanence des soins, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des gardes. Il y a des conditions de travail à l'hôpital qui peuvent être extrêmement compliquées. Il n'y a eu aucune annonce là-dessus. Il n'y a pas non plus de réflexion sur le partage entre public et privé. Et c'est quand même un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les psychiatres fuient vers le privé parce que les conditions de travail y sont meilleures que dans le public. Les cliniques privées disent leur disponibilité aussi, à certaines conditions, de prendre leur part aussi. Oui, mais en fait, là, on a l'impression qu'on a fait les annonces qui étaient les plus faciles à faire et c'est bien de les avoir fait. Mais on ne touche pas le dur du sujet, qui est comment on augmente le nombre de psychiatres, parce que l'annonce de passage de 500 à 600 internes, c'est bien, mais aujourd'hui, tous les postes de psychiatrie ne sont pas pourvus, par exemple. Sur les urgences psychiatriques, plus précisément, c'est quoi le cœur du problème pour vous ? Les urgences, c'est que, en fait, aujourd'hui, un des moyens d'entrer dans le soin psychiatrique, c'est la crise, et donc l'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement peu d'amont et de soins du quotidien ou de soins sur le long terme, qu'en fait, les gens vont de plus en plus mal, faute de soins, faute d'accompagnement, faute de diagnostic, et arrivent dans la crise. Et en fait, quand ils arrivent en crise, ils arrivent aux urgences, et en général, ils arrivent aux urgences générales, ce qui est quand même un sujet, puisque une personne sur trois, on estime qu'une personne sur trois qui arrive aux urgences générales a des troubles psy, et les urgences générales ne sont pas dimensionnées pour accueillir ces personnes. Donc en fait, ça fait des gens qui sont attachés sur des lits, parfois qui sont attachés sur des lits pendant plusieurs jours. Il y a des drames, et notamment à Toulouse, qui sont passés un peu sous les radars, mais qui sont des drames humains extrêmement... C'est évoqué dans le plan, hein, cette dimension-là, elle est évoquée. Insister sur le fait qu'il y a des alternatives à cela. Oui, mais pour ça, il faut du personnel, en fait. Pour ça, il faut du personnel. Et donc, il faut de la rémunération. Et donc, il faut aussi s'interroger sur pourquoi les gens quittent le secteur public aujourd'hui. Et là, ce plan manque un peu de cette dimension-là. Emmanuel Reymond, est-ce que ces annonces répondent aussi aux attentes des familles, des patients, des personnes malades et à leurs proches ? D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait en résonance avec ce que dit Sandrine Rousseau. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dans le dur. Les annonces sont bonnes, c'est bien structuré. Mais on n'a pas été dans le dur, qui est... Que fait-on pour redonner de l'attractivité à cette filière ? On n'a parlé que de la psychiatrie publique, mais il y a un problème de fuite. Les postes sont pourvus, sont ouverts, mais ne sont pas pourvus. Oui. Donc c'est un vrai sujet, c'est un problème d'attractivité. Et pour nous, le manque majeur, c'est qu'on ne parle pas des familles. Où sommes-nous ? Et qu'est-ce que vous attendez, vous, alors, en tant que famille ? Eh bien, je voudrais d'abord dire que les familles, elles sont très importantes. Nous, à l'UNAFAM, nous avons 350 lieux d'écoute en France et nous recevons de manière individuelle 20 000 familles par an. Nous sommes en relation avec 50 000 familles chaque année par notre site internet, par notre service écoute famille, par nos formations. Donc les besoins sont immenses. Qu'est-ce qu'elles demandent, les familles ? Elles demandent de l'écoute parce qu'elles sont en plein désarroi. C'est très compliqué d'avoir dans votre famille un proche que vous aimez qui a un problème de santé mentale. Donc d'abord, les familles, il faut les écouter. Ensuite, les familles, il faut les écouter pour pouvoir bien soigner. Car nous, les familles, on sait bien quand notre proche ne va pas bien ou va mieux. Donc on est en capacité d'expliquer, alors que dans ces maladies mentales, et c'est ça qui fait qu'elles sont mystérieuses, c'est que la personne ne se rend pas compte qu'elle va mal. Donc elle a besoin de ses proches qui vont servir de lanceurs d'alerte, qui vont aussi apporter le confort nécessaire. Donc nous, ce que nous voudrions, c'est que dans ce plan, on multiplie par exemple les consultations famille sans patient dans des services d'urgence, qu'on multiplie des lignes d'écoute où des professionnels de santé mentale au téléphone acceptent de prendre l'appel, de vous parler, d'écouter les familles et non pas de dire « Ah non, mais votre proche est majeur, je n'ai rien à voir avec vous ». Non. Vous voyez, il faut qu'on arrive à comprendre que nous sommes dans un environnement, le soin psychiatrique,
il faut que la personne aille mieux dans son environnement et la famille. En associant les proches et la famille. Majeur. Il n'y a pas de statut pour les proches. Aujourd'hui, il n'y a aucun statut. Voilà. Alors avant de revenir plus en détail sur les besoins en matière de soins, d'accompagnement, d'accueil, j'aimerais qu'on fasse un peu un point sur la santé mentale des Français aujourd'hui. Marie-Josée Cortès, à quel point cette santé mentale s'est dégradée? Comment ça se traduit concrètement chez les patients que vous voyez? Alors ça se traduit, entre autres choses, par une augmentation tout à fait importante du nombre de tentatives de suicide qui conduisent des personnes que l'on ne connaissait pas, qui n'avaient jamais été repérées comme porteurs de maladies mentales ou même de souffrances psychiques ou psychologiques. Vous voyez que je suis très large dans le descriptif, qui nous arrive aux urgences. Quand vous dites augmentation très forte, c'est de l'ordre de 33%. Énorme. 33%. 33%. Plus particulièrement chez les jeunes et chez les jeunes filles. Alors, plus particulièrement les jeunes filles, plus particulièrement la tranche d'âge 16-24 ans, avec une très grande inquiétude de la part, bien évidemment, des professionnels, mais aussi des entourages qui sont tout à fait perplexes. La question du repérage, c'est-à-dire nous avons... On voit les chiffres qui s'affichent sur les hospitalisations à la suite d'un geste auto-infligé. Tout à fait. Ceci a été parfaitement documenté. Ça, c'est entre 2017 et 2023, ces chiffres. Tout à fait. Voilà, la progression est vraiment impressionnante. Tout à fait. Alors, un passage à l'acte n'implique pas forcément une maladie mentale, mais il implique qu'on ne banalise pas, que l'on se préoccupe, que l'on puisse mettre en place des signaux forts à la personne concernée et à son entourage, que l'on garde une éthique de l'inquiétude, c'est un concept auquel je tiens beaucoup, que l'on ait souci de ce qui est en train de se produire. Et pour ça, il faut que nous arrivions à construire des réponses. Tout à l'heure, Madame Raymond parlait de point où l'on pourrait téléphoner à des professionnels de santé qui accepteraient de débattre d'un point qui surgit, d'une interrogation plus ou moins impromptue, avec la nécessité d'avoir une réponse, je dirais, structurée et étayée à un moment donné. Nous sommes absolument favorables à ça. Il faut juste des humains. Nous manquons cruellement d'humains. Je ne dirai rien de la question de pourquoi Monsieur le ministre nous dit que cette filière est désertifiée. D'abord, je suis désolée de dire que parfois nos internes ont encore peur de l'exercice. Peur de quoi? Eh bien, peur de se voir confrontés à des situations qu'ils ne sauraient pas gérer, peur que l'on investigue leurs responsabilités dans les décisions prises. Inquiet de la charge administrative qui sous-tend notre exercice, inquiet du fait que on ne soutienne pas et que l'on ne regarde pas à quel point notre pratique peut être pénible, et la pénibilité n'est pas une question, entre guillemets, de stigmatisation des personnes concernées, mais vraiment du temps passé, de l'attention et de l'énergie nécessaire. On va voir des chiffres qui sont liés à un baromètre fait par l'Institut CSA en 2024. 62% des étudiants en médecine considèrent la psychiatrie comme une spécialité moins prestigieuse que d'autres, et 65% jugent la psychiatrie trop chargée émotionnellement. C'est un peu ce que vous disiez là, à l'instant. Agathe Kupfer, comment rendre attractive cette filière aujourd'hui auprès des étudiants en médecine? Ça, c'est un peu difficile pour moi de répondre en tant que journaliste, mais ce qui, moi, me semble important, et je pense que c'est un peu lié, c'est que, en fait, même la santé mentale et les troubles psychiques sont encore très stigmatisés. On les connaît mal, on a l'impression que c'est de la folie. Voilà, encore maintenant, c'est pas toujours les bons termes qui sont utilisés. On a du mal à en parler, on en parle de plus en plus, mais ça reste un peu c'est l'autre et c'est pas moi. Et donc, je pense que aussi il y a cette méconnaissance qui fait que, de manière générale, les gens en ont peur, alors qu'en réalité, y compris les étudiants en médecine. Oui, mais ça, je ne connais pas les étudiants en médecine, je ne peux pas en parler directement, mais je pense que c'est un climat général, c'est une manière de faire société où, voilà, la santé physique, on sait tout. Personne ne va faire des cours sur la santé physique, on ne va pas faire une journée mondiale de la santé physique, mais la santé mentale, qui quand même, et tout le monde en a une, donc similaire à la santé physique, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'arrive pas à détecter les signes, on n'arrive pas à détecter chez l'autre les signes. Enfin, c'est le grand flou, et c'est ça aussi qui manque dans ce plan, c'est de l'information, la prévention, et que juste ce soit un sujet qui soit connu de tous.
Emmanuelle Reymond, peut-être sur cette question de l'attractivité de la filière psychiatrie. Effectivement, elle pose problème, mais nous pensons qu'à l'UNAFAM, retrouver de l'attractivité de la psychiatrie, ça passe par une meilleure qualité des soins. Et une qualité des soins adossée à un meilleur respect des droits des personnes. Et nous le savons, vous savez qu'en France, on a encore le droit de pratiquer la contention, c'est-à-dire d'attacher des personnes à un lit ou de les immobiliser leurs bras par une camisole de force. C'est toujours le cas en France. Il y a à peu près 8000 personnes par an qui vivent cela dans des services. Certains services ont banni cette contention, trouvent que ce sont des pratiques tellement attentatoires à la dignité des personnes qu'elles n'en veulent plus. Et ça fonctionne très bien. Seulement 10% malheureusement de ces établissements l'ont supprimé. Nous pensons qu'en supprimant ces pratiques indignes, on va redonner de l'attractivité à ces métiers, car qui a envie d'attacher des personnes ? Sandrine Rousseau, je donne le chiffre parce que vous l'évoquiez tout à l'heure sur les postes non pourvus. Donc en 2023, il y avait 547 postes ouverts et 67 sont restés non pourvus. Ça représente 11,5% des postes. Donc le ministre de la Santé veut passer à 600 postes, mais comment faire pour qu'ils soient pourvus ? C'est vrai que les conditions de travail et donc les conditions de soins sont absolument essentielles parce que moi j'ai été très impressionnée, je dois dire, par cette mission qui au départ était une mission flash, donc qui devait durer quelques semaines et qui finalement a duré 1 an avec Nicole Dubré-Chirat, parce que nous sommes allés dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques et nous avons vu dans certains endroits, des psychiatres qui tenaient vraiment à leur mission de service public, qui avaient des valeurs liées à cette mission de service public et qui étaient en train de craquer psychologiquement. Et même, il y a un syndrome du cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire qu'en fait, les conditions de travail dans la psychiatrie ne sont pas interrogées. Et j'ai vu des gens en souffrance, véritablement. Et quand vous décrivez les pratiques que vous venez de décrire, qui sont la contention, mais en fait, la contention, il faut savoir que c'est quelque chose qui génère de la souffrance chez les soignants. Et c'est vraiment un cercle vicieux parce que des personnes arrivent, elles sont contenues parce que souvent, il n'y a pas assez de personnel, donc on réalise la contention. Mais derrière, du coup, elles ont peur de revenir à l'hôpital si elles ne vont pas bien, donc leur situation de santé se dégrade et derrière les conditions de travail des soignants se dégradent aussi. Donc en fait, c'est vraiment, là, il y a besoin d'une sorte de sursaut autour de l'hôpital public et attirer les personnes, je pense, c'est aussi changer l'image de la psychiatrie, dire que c'est une spécialité, parce qu'on a l'impression, par exemple, en tous les cas dans les interviews qu'on a fait, enfin dans les échanges qu'on a eus, les gens avaient l'impression qu'on ne soignait pas. En fait, en psychiatrie, on ne soigne pas. Alors que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un service de cancérologie, par exemple, vous ne soignez pas davantage que dans un service de psychiatrie. Beaucoup d'étudiants en médecine ont le sentiment que choisir la psychiatrie, c'est renoncer à la médecine, d'une certaine façon. Oui, et puis c'est aussi prendre une charge mentale supérieure. Mais ça n'est pas vrai dans des services qui fonctionnent bien, parce qu'il y en a aussi qui fonctionnent bien. Eh bien, il y a une solidarité des soignants, il y a une co-construction du parcours de soins avec les patients, qui fait qu'en fait, on peut même trouver un épanouissement extrêmement fort dans le fait d'accompagner des personnes qui souffraient psychiquement et qui vont mieux. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut changer. Et derrière, je pense que dans la population, parce que moi j'ai été très surprise et j'en termine par là, d'une chose, c'est que les souffrances psychiques aujourd'hui touche 13 millions de personnes en France. C'est la première dépense de santé de la sécurité sociale, la première dépense, et ça passait complètement sous les radars. Avec Nicole Dubré-Chirat, on a essayé de 1001 manières d'alerter sur la situation, parce que quand on voit les chiffres, c'est un enjeu de santé publique majeur, et c'est comme si ça tombait dans un puits sans fond. Donc regardons en face cette souffrance psychique et prenons-la pour ce que c'est-à-dire un besoin de soins, un besoin de parcours de soins et un besoin aussi de revalorisation du métier autour du soin de ces personnes. Alors, pour bien prendre en charge les patients, les Français, il faut aussi comprendre les causes de la dégradation de cette santé mentale. On a souvent fait le lien avec le Covid-19 en 2020. Il se trouve qu'une étude française semble avoir identifié une zone du cerveau qui pourrait être à l'origine de cette détérioration de notre santé mentale à cette occasion du confinement. Nous sommes en liaison vidéo avec Wissam El Hadj. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université de Tours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible les résultats de cette étude à laquelle vous avez participé ? Vous vous souvenez tous que pendant la Covid, on était soumis à une période de confinement qui était source
d'émotions négatives, de tension, de peur, d'isolement pour beaucoup de patients. Donc on a essayé de mesurer ces 55 jours de confinement à l'aide d'une sorte de thermomètre, c'est-à-dire les rapports d'expression d'émotions négatives dans les tweets. Alors la liaison est pas excellente. Globe, ce qui se passe dans la tête de certains patients. Donc il y avait déjà une fragilité. Allez-y, continuez, je vous ai interrompu. Vous avez donc fait le lien entre les messages sur Twitter auxquels ont été exposés. Une certaine fragilité neurologique. Et ce que ça a été montré, c'est qu'on a des zones. Alors, on va devoir interrompre cet échange. Je suis désolé, la liaison n'est pas suffisamment bonne. Mais si je résume pour les personnes présentes sur ce plateau, un lien a été établi entre certaines zones du cerveau et l'exposition à des messages sur les réseaux sociaux, sur Twitter en l'occurrence, des messages qui déclenchent de l'anxiété. Et les zones qui ont été atteintes dans le cerveau sont celles qui sont liées à ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Je me tourne vers vous, Marie-Josée Cortès. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour vous, psychiatres, en matière de prise en charge éventuellement? Et est-ce que ça peut confirmer aussi peut-être ce que vous avez pu voir chez vos patients à cette occasion? Nous connaissons les travaux de l'école de Tours. Cela confirme tout à fait et, entre autres choses, cela explique les raisons pour lesquelles nous avons vu arriver en demande des soins des personnes qui n'avaient jamais été repérées comme, entre guillemets, à risque de façon particulière. Après, lorsque on déroule en connaissant davantage les personnes, parce que je rappelle tout de même que notre première mission, c'est de rencontrer les personnes concernées. Quand on comprend mieux les problématiques, parfois on se dit que peut-être qu'il y avait, entre guillemets, des choses qui auraient pu alerter. Mais enfin, finalement, si cet événement ne s'était pas produit, si cet inattendu, et le caractère inattendu est très important, ne s'était pas produit, certainement ces personnes n'auraient jamais rencontré les professionnels de la psychiatrie. Sur la prise en charge, savoir que les zones du cerveau qui ont été atteintes sont celles liées au stress post-traumatique. Ça nous permet de développer des stratégies que nous utilisons déjà précisément lorsque nous devons prendre en soin certaines personnes qui viennent de vivre des événements particulièrement douloureux, très souvent inattendus, qui font irruption dans leur vie, comme ça a été le cas finalement de la pandémie. Alors ensuite, vous allez me dire, ah oui, mais alors on ne comprend pas parce qu'il y a des personnes, on était tous soumis, entre guillemets, aux mêmes choses. Certains ont réagi d'une manière, d'autres d'une autre manière, mais c'est absolument pareil pour le stress post-traumatique dans son expression la plus usuellement connue. Et effectivement, ceci confirme les suppositions que nous avions, que nous étions absolument dans ce type de schéma. Donc, nous voyons, entre guillemets, mieux comment faire. Après, j'insisterai sur autre chose. Ceci nécessite des formations spécifiques. Et j'alerte parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui visent des plaques de rien et qui, entre guillemets, font des propositions non thérapeutiques à des personnes qui, ne trouvant pas d'interlocuteurs, vont pousser des portes et voire aggraver leur situation clinique. Le stress post-traumatique, ça se traite de façon extrêmement rigoureuse, avec des stratégies qui sont connues. Et là, au fond, ça nous permet de documenter un peu mieux une manière de faire que nous avions, par intuition, élargie à des populations qui, à la base, n'étaient pas forcément repérées comme les personnes à prendre en charge de façon plus classique. David Chavalarias, là on vient d'évoquer le réseau social Twitter que vous connaissez bien, on va en parler dans la seconde partie de l'émission, mais visiblement, voilà, il y a une question aussi autour des réseaux sociaux dans la santé mentale, dans la dégradation de la santé mentale des Français. Comment vous l'appréhendez cette question? Alors, tout à fait, il faut bien voir que les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais on a différents types de vulnérabilité par rapport aux interactions qu'on a avec les réseaux sociaux, et surtout, l'information sur les réseaux sociaux, notamment par exemple sur X, Twitter, peut être complètement déformée par rapport à l'environnement tel qu'il est. Et par exemple, on peut montrer que X amplifie les contenus dits toxiques. Et ça veut dire que
on peut avoir l'impression d'être tous exposés à la même actualité, mais en fait, les algorithmes de recommandation des réseaux en fait, vont personnaliser l'information qui est reçue, et en fonction de ce que vous allez chercher, par exemple, vous allez vous inquiéter sur les automutilations, et vous allez recevoir plein de photos d'automutilation. Il a été montré sur, par exemple, un autre réseau social, comme Facebook, que l'algorithme de Facebook avait entraîné, d'Instagram plus précisément, avait entraîné des jeunes femmes et des jeunes hommes vers l'automutilation à force de leur montrer ce genre de choses. Donc il y a une personnalisation de l'algorithme qui va aussi dans le sens d'une augmentation de la toxicité. Et quand on a des crises comme le Covid, eh bien, l'anxiété générale peut être après amplifiée et même concentrée sur certaines personnes. Et ça déclenche ou ça crée des problèmes de santé mentale. On va revenir à la question des moyens de la psychiatrie publique, parce qu'elle est au cœur de ce plan santé mentale. Je crois que la psychiatrie publique suivait environ 1 100 000 Français il y a 25 ans. On est passé à 2,5 millions, en grande partie en ambulatoire, comme on dit. Et en parallèle de cela, plus de 30 000 lits en psychiatrie ont été supprimés entre 1993 et 2018. Je crois qu'il en reste environ 50 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a remplacé ces lits? Comment sont accueillis et pris en charge les patients aujourd'hui après la suppression de ces lits? Alors, il faudrait certainement une émission complète pour répondre à cette question. Je vais essayer d'être brève. D'abord, il est extrêmement important d'étudier les raisons spécifiques de chaque décision de fermeture. Les décisions de fermeture peuvent aller de nous avons choisi d'autres stratégies de parcours de soins qui ne situe pas l'hospitalisation comme la réponse avec un grand R aux difficultés et à l'expression de la maladie des patients. Donc c'est ce qu'on appelle la psychiatrie de proximité? Alors non, ambulatoire. La psychiatrie de proximité, c'est une manière de ne pas être loin des gens de ce dont on se préoccupe. Là, c'est de l'ambulatoire, c'est-à-dire que nous allons avoir des stratégies dites de aller vers. On se préoccupe de rencontrer les personnes dans leur environnement naturel et on essaie de proposer des stratégies de soins extrêmement rigoureuses. Il ne s'agit pas d'aller boire le café à la maison ou pas seulement, qui permettent d'être presque sur le mode des hospitalisations à domicile, par exemple, des alternatives aux hospitalisations à temps complet. Lorsque les lits ont été, entre guillemets, fermés pour ce type de raison, la fermeture est théoriquement raisonnée et on choisit de reconfigurer l'offre de soins. Le drame... Théoriquement. En partie. En partie. Parce que c'est pas que Le drame, c'est lorsque les lits sont fermés pour des raisons budgétaires ou qu'ils sont fermés faute de professionnels, puisque vous entendez parfois parler de ratio, que des gros mots, soignants-soignés, c'est-à-dire le nombre de professionnels qui sont requis théoriquement pour prendre en soin de façon spécifique et qualitative la situation d'un patient, et en particulier ces ratios ne sont pas atteints. Mais ma question derrière tout ça, c'est est-ce qu'il y a des patients qui ne peuvent pas être pris en charge aujourd'hui et qui devraient l'être? C'est ça la question. Certainement. Je ne peux pas dire le contraire. Alors, je ne peux pas avancer de chiffres parce qu'avancer des chiffres, ça voudrait dire qu'on a fait une étude spécifique avec vraiment des algorithmes très précis et que l'on ne confond pas tout. Avoir votre point de vue parce qu'on arrive au terme du débat. Par exemple, un hôpital comme Nantes, qui est quand même pas un désert médical, un hôpital comme Nantes l'année dernière a renvoyé chez eux 123 enfants qui avaient donc des mineurs qui avaient eu des gestes suicidaires auto-agressifs, qui nécessitaient une hospitalisation. Il y avait un avis d'hospitalisation et faute de place, ils ont été renvoyés chez eux. 123. Ça veut dire qu'il y a 123 personnes dans une ville comme Nantes. Donc imaginez ce que c'est dans les zones des enfants et des adolescents. Imaginez ce que c'est dans la ruralité. Mais qui ont été renvoyés chez eux avec des parents qui, du coup, se retrouvent avec la charge mentale, émotionnelle, etc., de devoir aider un enfant suicidant, ce qui, enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement lourd pour des personnes. Et ça, vous voyez bien que ça se passe dans une des grandes villes de France. Donc aujourd'hui, on est dans une crise vraiment majeure. Très vite, Agathe Kupfer, parce que c'est la fin de ce débat. Au-delà de la psychiatrie et des places, etc., le coût de la santé mentale pour les gens est énorme. C'est-à-dire, aller voir ne serait-ce qu'un psychologue ou une psychologue, c'est des centaines d'euros. Alors, il y a mon soutien
Psy qui a été lancé par Emmanuel Macron en 2022, dont le dispositif vient d'être monte en puissance, 12 séances par an, prise en charge, enfin, comment dire, rémunérée pour le psy à hauteur de 50 € aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Oui, totalement. Ça, c'est si déjà il y a des psys suffisants, on sait qu'il n'y en a pas assez. Les rendez-vous aussi, il y a plein de psys qui sont du coup... Et là, ce n'est pas de la faute du gouvernement, non, c'est non, mais je dis qu'il y a le coût, il y a même 50 € remboursés, du coup 12 séances, ça fait une par mois. Et il y a des gens qui ont besoin de plus, de voir le psychologue toutes les semaines. Même à 50 € par mois à la charge du patient, c'est beaucoup, et c'est ça aussi qui fait qu'après on se retrouve avec, notamment sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont réussir à vous dire que votre état de stress il peut être lié à ça, qu'ils ont la solution miracle pour que vous soyez déstressé, et aussi des gens qui vont faire de l'autodiagnostic. On a besoin d'avoir accès aux professionnels de santé. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues sur ce plateau. C'est la fin de ce débat, mais on a bien compris que ce plan ne répondait pas encore à toutes les attentes. Mais que c'était un premier pas. Mais que c'était un premier pas. Voilà, ce sera le mot de la fin pour vous, Sandrine Rousseau. Certains s'interrogent sur sa santé mentale, justement celle d'Elon Musk. Il faut dire que ses obsessions sont assez particulières. David Chavalarias, vous vous êtes plongé dans les nombreux tweets d'Elon Musk pour mieux comprendre ce personnage, ses convictions, ses ambitions, ses contradictions aussi. Elon Musk en 50 tweets, c'est le titre de votre livre que Marco Pommier a lu. Si on vous invite, David Chavalarias, c'est parce que vous êtes entré dans la tête d'Elon Musk, l'homme qui tweete plus vite que son ombre. Plus de 80 000 publications depuis son arrivée sur le réseau social, des contenus parfois polémiques, sidérants. Vous en avez sélectionné 50 pour décrypter sa vision du monde, pour dresser le portrait de l'homme le plus riche de la planète. David Chavalarias, vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS. 10 ans déjà que vous analysez l'impact des réseaux sociaux sur nos démocraties, et notamment l'impact de X, anciennement Twitter. Le tout résumé dans cet essai remarqué Toxic Data, le réseau social X, toujours au cœur de votre nouvel essai, pour expliquer d'abord la liberté d'expression façon Musk. En 2022, quelques mois avant de racheter la plateforme, le milliardaire questionne ses 80 millions d'abonnés. La liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe? Le non l'emporte à 70%, suffisant selon Elon Musk pour réintroduire les comptes extrémistes, complotistes, accentuer aussi la visibilité des contenus polémiques et mensongers en modifiant l'algorithme. Mais le rachat de X pour défendre la liberté d'expression n'est qu'un alibi, dites-vous. Pour Elon Musk, il s'agissait avant tout de sauver l'humanité. Juste par curiosité, qu'est-ce qui vous pousse à devenir politiquement actif ? Si on ne l'arrête pas, le virus mental woke détruira la civilisation et l'humanité n'atteindra jamais Mars. Des woke que le milliardaire compare à des insectes qui menacent son projet multiplanétaire. Le fait d'être multiplanétaire prolonge considérablement la durée de vie probable de la civilisation. Nous devons construire Terminus. Terminus, une planète fictive imaginée par un auteur de science-fiction et qu'Elon Musk associe à la planète Mars. Car c'est bien son objectif ultime, son rêve de gosse, coloniser cette planète pour prolonger la vie humaine. David Chavalarias, pendant longtemps, on a perçu Elon Musk un peu comme un de ces patrons de la tech aux idées progressistes. Est-ce qu'il nous a bernés ou est-ce qu'on n'a pas voulu voir ce qu'on avait sous les yeux ? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'intention de berner. Par contre, effectivement, on n'a pas voulu voir ce qu'on avait sous les yeux parce que Elon Musk est obsédé par une seule chose, on vient de le voir, c'est aller sur Mars et amener la vie au-delà de la Terre pour la préserver en cas de destruction totale de la Terre. Et pour ça, il est vraiment prêt à tout, et y compris à aller sur à soutenir des personnes comme Trump. En fait, il est vraiment opportuniste de ce point de vue-là, d'un point de vue politique. Alors, dans votre livre, vous évoquez notamment cette photo d'un soldat nazi qui porte une cage remplie de pigeons voyageurs. Et c'est une photo qu'il a postée au moment du rachat de Twitter, accompagnée de ce message « Les temps ont changé ». Ça veut dire qu'il suffisait de lire ces tweets pour comprendre ce qu'il avait déjà en tête à ce moment-là, pour comprendre peut-être aussi ce qu'on a tous compris comme un salut nazi au moment de l'investiture de Donald Trump. Oui, bien sûr. Alors, Elon Musk, c'est toujours la photo, exprimé sous forme de mème ou de manière très cryptique. Ça, c'est effectivement un soldat nazi qui arrive en France pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pour l'occuper. Et il semble dire que maintenant, les temps ont changé. C'est lui qui va apporter les messages.
Plusieurs internautes lui ont fait remarquer que c'était un soldat nazi, il ne l'a pas retiré. Et en fait, il y a plusieurs messages comme ça où il est très très ambigu sur sa relation au nazisme, au racisme, à l'eugénisme, toujours avec ce genre de mème. Mais si on arrive à aller au-delà et à voir aussi ce qu'il lui cite et ce qu'il a lu en termes de livres, eh bien, on voit qu'en fait, il adhère. En tout cas, il est OK avec ce genre d'idéologie tant que, encore une fois, ça peut lui permettre d'aller plus rapidement sur Mars. Alors, parmi ses obsessions, il y a la liberté d'expression, le free speech. Est-ce que c'est constitutif de sa pensée ou est-ce que c'est un peu intéressé dans le sens où cette liberté d'expression, elle crée du clash, elle crée de l'engagement et que ça fait les affaires de X, son réseau social? Alors, il y a les deux. Hein. On peut lui prêter des intentions de gagner de l'argent. Donc, on sait qu'en mettant plus de polémiques ou de contenu clash, on va rendre ce réseau addictif. Mais il faut voir aussi que Elon Musk, quand il parle de liberté d'expression, il a une autre interprétation de liberté d'expression, de même qu'il a une autre interprétation de sauver l'humanité. Et lui, ce qu'il veut dire, en fait, c'est juste il faut que je puisse m'occuper de mon réseau social de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire de supprimer que les contenus dits illégaux, c'est-à-dire déclarés par un juge comme illégaux. Oui, mais y compris les contenus qui le dérangent un peu. Par exemple, quand des journalistes vont fouiller dans son... Alors, effectivement, ou vont se moquer de lui. Effectivement. Après, quand il a annoncé au début racheter Twitter pour défendre la liberté d'expression, ça c'était vraiment un écran de fumée, puisque assez vite, en fait, il s'est mis à censurer des comptes qui lui déplaisaient. Donc, on voit vraiment qu'il en fait un petit peu à sa guise. Mais même sur le concept lui-même, c'est pas du tout celui que nous, on imagine, en dehors de sa propre personnalité, du fait de censurer des choses qui lui déplaisent. C'est, en fait, tout est permis. Tout est permis et il n'y a aucune limite en fait au contenu agressif, au contenu haineux. Tant qu'un juge n'a pas décidé que ça devait être retiré de son réseau, pour lui, il faut laisser prospérer. Alors, il est aussi obsédé, vous l'avez dit, par l'objectif d'aller sur Mars, par la crainte d'une extinction de l'humanité. Et alors, vous faites un lien entre ça et ce tweet qu'il a posté en 2018 où il explique la philosophie qui sous-tend son action. Elle est assez simple et principalement influencée par Douglas Adams et Isaac Asimov. Et là, il évoque la série Fondation et la loi Zéro. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Et par exemple, la loi Zéro, si vous n'avez pas lu Asimov et que vous ne prolongez pas la pensée de Musk, c'est très difficile à interpréter. La loi Asimov, donc c'est un univers de robots. Asimov, c'est l'auteur de science-fiction. Oui, auteur de science-fiction, donc Fondation, une saga où, en gros, l'homme a colonisé l'univers, et puis il y a une lutte de pouvoir, et donc il faut sauver et préserver l'humanité, et donc il y a une ville qui est construite au fin fond de la galaxie, qui s'appelle Terminus, et où une partie de l'humanité est censée rester là tranquille, en attendant que, en gros, la catastrophe se passe. Et il y a donc cet univers de robots. Dans l'esprit de Musk, on va vers une catastrophe, mais à l'échelle de l'univers. Hein. Donc un jour, le Soleil explosera et un jour, donc, la Terre n'existera plus. Donc un jour, il faudra être ailleurs que sur Terre. Et dans son esprit, en fait, il faut le faire maintenant, se préparer cet ailleurs-là à tout prix. Et par exemple, quand il parle de... Alors, à tout prix, c'est lié à cette loi Zéro. C'est-à-dire que les trois lois de la robotique, la première, c'est un robot ne doit pas mettre en danger un homme ou par son inaction faire en sorte qu'il soit mis en danger. La deuxième loi, c'est qu'il doit obéir à l'homme, sauf si c'est pour mettre en danger un homme, donc sauf si c'est contradictoire à la première loi. Et la troisième loi, c'est qu'il doit se protéger lui-même, sauf si c'est contradictoire aux lois 1 et 2. Et dans Asimov, quand il développe son série Fondation, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a une loi qui manque et qu'il a appelée loi Zéro. Et cette loi Zéro, c'est qu'un robot ne doit pas, par son inaction, mettre en danger l'humanité, donc dans le sens de l'ensemble des humains, ou permettre que l'humanité soit mise en danger. Et comme elle s'appelle loi Zéro, donc elle est prioritaire par rapport aux lois 1, 2, 3. Ce qui veut dire que si vous dites que la loi Zéro est la fondamentale, vous autorisez un robot à faire du mal à un humain si c'est pour sauver plus d'humains. Et ça, c'est lié, pour comprendre l'impact de ça, il faut le lier à une autre théorie auquel adhère Musk, qui s'appelle le long-termisme. Le long-termisme, c'est quoi? C'est de dire, le but ultime, en fait, de notre présence sur Terre, c'est de maximiser le nombre d'humains qui, dans le futur, vont coloniser l'univers. Quitte à sacrifier une partie de l'humanité à court terme. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est ça, c'est-à-dire que quand il mentionne le mot humanité, il entend par là l'ensemble des êtres humains qui seront amenés à vivre un jour, c'est-à-dire les trilliards d'êtres humains qui seront amenés à vivre dans le futur. Avec cette simplification qu'un être humain demain vaut autant qu'un être humain aujourd'hui. Donc en fait, l'humanité d'aujourd'hui ne compte que dans la mesure où une petite partie d'entre elles va pouvoir
faire en sorte que l'humanité va se propager dans le futur. Et donc, on est prêt à sacrifier éventuellement une grande partie de l'humanité maintenant, ou le bien-être de l'humanité maintenant, pour faire ce projet martien de créer une deuxième planète. Et pour finir sur une analogie, vous avez ce dilemme social où vous avez un train qui est sur un rail et il y a un aiguillage, et s'il va tout droit, il écrase 10 personnes, et si vous changez l'aiguillage, il va écraser une seule personne. Pour Musk, eh bien, il faut écraser une seule personne, qui sera les personnes de maintenant, pour sauver les 10 personnes qui sont celles qui seront amenées à vivre demain. Alors, vous évoquez beaucoup de choses dans ce livre, cette proximité avec une forme d'eugénisme, mon obsession pour le virus woke, c'est comme ça qu'il l'appelle, et puis, évidemment, son rapprochement avec Donald Trump, alors qu'il a longtemps voulu séparer l'économie de la politique. Qu'est-ce qui a fait qu'il a fini par franchir ce pas? Alors, effectivement, il le dit lui-même, qu'il pense que la politique doit être séparée de l'économie, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que pour accélérer son projet martien, eh bien, il fallait mettre à bas certaines agences de régulation, donc ça c'est l'État fédéral, il fallait avoir certaines autorisations, et il a identifié en Donald Trump quelqu'un qui était corruptible, qu'il pourrait acheter, et donc il a financé massivement cette campagne en échange donc, du programme qu'il a effectué après, c'est-à-dire il est devenu Doge, et pendant quelques mois... Le Doge, voilà, il a mis à bas... le département de l'efficacité gouvernementale. Vous dites que pour lui, l'objectif, c'était clairement de détruire l'État fédéral. Il y a un tweet où il a dit « Le Doge est le seul moyen de prolonger la vie au-delà de la Terre ». Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau pour arriver à ce raisonnement? Il faut bien comprendre que tout est ramené à cette question de coloniser Mars. Absolument tout. Et donc, quand il fait une alliance politique, c'est parce que ça va accélérer le fait d'aller sur Mars. Et donc, sous l'administration Biden, il avait certaines affaires des régulateurs en fait, qui s'intéressaient au Tesla, à ses fusées, et donc il allait ralentir en fait, son activité. Et donc, il a tout simplement fait une alliance politique avec Trump. Il a inventé Doge, c'est lui qui a proposé cette mission-là, tout simplement pour détruire toutes les agences fédérales. Ceux qui mettaient des freins. Et juste, pour donner l'ampleur, il a viré 240 000 personnes par email. C'est l'ampleur de la destruction. Et l'absence d'empathie qu'il assume parfaitement aussi. Alors ça, c'est un autre il voit ça comme un talon d'Achille de l'Occident aujourd'hui. Ça, c'est un autre aspect. Juste comment vous analysez la rupture d'aujourd'hui entre Donald Trump et Elon Musk, même s'il y a une réconciliation partielle cette semaine? On a face à face deux égos hyper puissants et en fait qui ont trouvé un point d'alliance parce que Trump a besoin de Musk pour justement mettre à bas l'État fédéral et prendre du pouvoir, et Musk a besoin de Trump pour envoyer ses fusées. Donc ils ont fait une alliance pendant les 100 premiers jours. À un moment donné, donc là, il y a de l'eau dans le gaz. Déjà hier, ils s'est envoyé des cœurs sur Twitter. À la fin, on verra ce qui va se passer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que leurs intérêts convergent actuellement dans le fait de soumettre le peuple américain. Très vite, parce que l'interview arrive à son terme, mais votre message à la fin, c'est il faut quitter X. Surtout nous, Européens. Pourquoi nous, Européens, on est menacés aujourd'hui par Musk? Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Musk détient des infrastructures critiques. Donc sur X, il peut manipuler l'opinion, et il le fait. Il l'a fait en Allemagne, par exemple, il l'a fait aux États-Unis. Il possède aussi Starlink, donc tout Internet. Donc si jamais Starlink prend de l'ampleur et qu'Internet passe par Starlink, eh bien, il pourra couper Internet à qui il voudra du jour au lendemain. Et donc, il faut vraiment s'autonomiser par rapport à cet individu, parce qu'en fait, son seul but étant d'aller sur Mars, il fera tout, y compris des choses amorales, pour y aller. Et donc, si on se rend dépendant de cette personne-là, eh bien, on va vers de grands dangers. Merci beaucoup, David Chavalarias. Je redonne le titre de votre livre, Elon Musk en 50 tweets, aux éditions du Seuil. Merci. C'est l'heure de notre grand angle à présent. Et on accueille Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir Clément. Journaliste indépendant, essayiste et enseignant à Sciences Po. Et nous sommes en liaison vidéo avec Jonathan Serrero, journaliste indépendant en Israël à Netanya. Bonsoir. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé cette nuit, à savoir cette attaque déclenchée par Israël contre l'Iran. On fait le point sur la situation avec Clément Perrault. Une attaque aussi soudaine que massive. 200 avions de combat mobilisés, une centaine de cibles militaires et nucléaires. L'armée israélienne a frappé très fort tôt ce matin en Iran. L'opération, baptisée Lion dressé par l'armée israélienne, a frappé des installations sur toute la partie ouest du pays, et notamment dans la capitale Téhéran et à Natanz, où se trouve un site d'enrichissement d'uranium.
Ce matin, le Premier ministre israélien saluait un succès militaire. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, au cœur du programme d'armement nucléaire. L'armée israélienne évoque des attaques préventives destinées à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique dans le but de détruire Israël. Nous n'avons pas le choix. Nous agissons contre une menace imminente et existentielle. L'État d'Israël a le droit et l'obligation d'agir pour protéger son peuple et il continuera à le faire. 2 hauts responsables militaires iraniens ont été tués lors de l'opération. Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, et Mohamed Bagheri, le chef de l'état-major iranien. Plusieurs scientifiques de premier plan impliqués dans le programme nucléaire iranien ont aussi été tués. L'Iran a promis une riposte sans limite. Son ministre de l'Intérieur, Abbas Araghchi, a décrit l'attaque israélienne comme une déclaration de guerre. Son président affirme, lui: Le peuple iranien et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime. Et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi son acte insensé. Le scénario d'une escalade du conflit est aujourd'hui redouté partout dans le monde. Vincent Hugeux, 200 avions qui frappent des bases militaires, qui frappent des sites nucléaires, des personnalités du régime. Ça a été préparé minutieusement. Pourquoi Israël a déclenché cette attaque à ce moment-là, aujourd'hui? Alors, préparation minutieuse et de longue main. On estime que ça fait 8 mois que l'armée israélienne et les services de renseignement travaillent sur ce scénario. Il me semble que Benyamin Netanyahou a la conviction qu'il a une sorte de fenêtre de tir, sans jeu de mots, à la fois sur le front intérieur, Gaza-Cisjordanie, et sur le front régional. C'est-à-dire qu'au-delà des dissensions apparentes et amplement théâtralisées avec Donald Trump, notamment vis-à-vis de l'Iran, puisqu'on sait que Washington avait entrepris une voie diplomatique, puisque le conseiller Steve Witkoff devait rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi, dimanche prochain à Mascate, pour le 6e cycle de dialogue. Mais on sait qu'en réalité, si Israël n'a pas reçu un feu vert explicite, c'était au pire un feu orange clignotant. C'est-à-dire que tout en désavouant l'option militaire, Donald Trump s'accommode fort bien de ce choix. Et j'ajoute un dernier point à ce stade sur l'opportunité. N'oublions pas que Benyamin Netanyahou fait face à des adversités extrêmement puissantes, y compris à l'intérieur. Il a sauvé sa coalition voilà quelques jours. Il sait que s'il perd le pouvoir, il a toutes les chances de devoir rendre des comptes à la justice de son pays. Et donc, il est, estime-t-il en tout cas, dans une position qui lui permet de foncer. Et peut-être de ressouder une partie de l'opinion autour de lui. C'est la question que j'allais poser à Jonathan Serrero. Bonsoir Jonathan, comment c'est perçu en Israël, cette attaque-là? Est-ce que ça fait peur d'ouvrir un nouveau front, en plus de celui contre le Hamas, ou est-ce qu'au contraire ça ressoude un peu les liens autour de Benyamin Netanyahou? Je dirais que depuis le 7 octobre, les Israéliens sont habitués à vivre des événements d'une ampleur exceptionnelle et des événements d'une ampleur historique. Tous ces événements ont solidifié l'ensemble de la société israélienne malgré certaines oppositions, certaines dissensions, notamment de la partie gauche de l'échiquier politique israélien. Il y a de cela quelques jours, oui, il y a eu des menaces de dissolution à la Knesset, mais tout le monde a retrouvé la raison et s'est rangé derrière les propositions autour d'une loi qui concerne les élèves des établissements talmudiques orthodoxes. Et Benyamin Netanyahou a choisi de frapper les installations nucléaires iraniennes et les installations des missiles balistiques iraniens, car il l'a déclaré il y a de cela quelques minutes. D'ici 3 ans, l'Iran projetait de fabriquer quelques 10 000 missiles balistiques d'une tonne et demie, et d'ici 6 ans, entre 20 000 et 30 000 missiles balistiques qui auraient pu se diriger vers l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Benyamin Netanyahou a décidé, en concertation avec le président des États-Unis, puisqu'il y a eu, paraît-il, des discussions depuis le mois de novembre 2024, autour donc de cette frappe qui a été menée cette nuit.
À propos de Donald Trump, Vincent Hugeux, dans un second temps, il a appelé l'Iran à conclure un accord sur le nucléaire iranien avant qu'il ne soit trop tard. Là, je le cite et je complète ces mots. Les prochaines attaques prévues étant encore plus brutales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis sont pleinement associés à cela et ça veut dire qu'on va vers quoi? Ça veut dire une escalade la sans fin? première démarche qui a consisté, sans désavouer explicitement Israël, à se dissocier, était dictée avant tout par l'impératif de protection des positions américaines dans la région. Vous avez par exemple en Irak, dans le Golfe, dans les Émirats, au Qatar, vous avez des installations pétrolières saoudiennes et Washington ne veut à aucun prix que, en quelque sorte, il soit pris dans le spectre des représailles annoncées de Téhéran. Mais pour le reste, soyons clairs. Vous savez, il y a 20 ans, quand je couvrais pour l'Express le conflit israélo-palestinien, j'avais régulièrement des échanges avec des officiels israéliens, militaires, renseignements, politiques, diplomatiques, qui m'expliquaient que les Iraniens auraient la bombe hier matin. Bon, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont amplement violé les engagements par rapport à l'enrichissement de l'uranium. Et ils ont fait des annonces hier qui ont confirmé leur intention de continuer. Ils sont aussi un aveu de faiblesse, car Téhéran n'a jamais été aussi affaibli depuis la révolution islamique qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la perte de ses alliés régionaux qui ont amplement nui à son magistère géopolitique. Et donc, si vous voulez, ça a toujours été la rhétorique israélienne de dire on y est, ils y sont, etc., etc. Là, on nous explique qu'ils ont fourni des preuves irréfutables à Washington qu'on était à un cheveu et demi de la bombe nucléaire. C'est pas aussi simple, pour deux raisons. D'abord parce que c'est très bien d'avoir des ogives et du carburant et puis une charge nucléaire, mais il faut aussi maîtriser les vecteurs. Et puis deuxième élément, vous savez, soyons là aussi très lucides, l'Iran ne veut pas se doter de la bombe nucléaire pour anéantir son environnement. Ils savent très bien qu'ils paieraient en retour d'un mal fatal ce genre d'aventure. Ils veulent simplement être traités avec les égards dus à une superpuissance et ils savent que si Mouammar Kadhafi en Libye avait eu la bombe, sans doute serait-il encore au pouvoir aujourd'hui. Et si Saddam Hussein, l'Irakien, l'avait eu en 2003, il aurait peut-être échappé au châtiment occidental. Jonathan Serrero, je crois qu'on vient d'annoncer en Israël le déploiement de réservistes sur le territoire. Est-ce que l'opinion publique, elle craint la riposte iranienne qui va forcément venir sous une forme ou sous une autre? On ne sait pas forcément sous quelle forme, justement. Là aussi, les Israéliens sont habitués à vivre ces situations avec calme et sérénité. Alors ce matin, il y a eu une sorte de rush, de ruée vers les supermarchés du pays, car les autorités ont annoncé que les combats vont être longs, ils pourraient durer plusieurs semaines, que les Israéliens vont rester plusieurs heures dans les abris antimissiles, ces abris antimissiles que chaque maison israélienne possède, ou chaque nouvelle maison israélienne possède. Et donc les Israéliens vivent ça avec une certaine, entre guillemets, une crainte normale, légitime, même naturelle, mais avec une certaine sérénité en attendant les prochains jours, puisqu'il faut le souligner aussi, l'Iran a attaqué Israël le 14 avril 2024 et le 1er octobre 2024 avec plus d'une centaine de missiles dirigés vers l'État hébreu qui ont été fort heureusement interceptés par les différents systèmes de défense antimissiles que possède l'État d'Israël. Vincent Hugeux, l'Iran est capable de riposter et d'atteindre Israël en son cœur aujourd'hui, soit directement, soit indirectement, via ce qu'on appelle ces proxys? Alors, encore une fois, ces proxys sont amplement affaiblis. Ils ne peuvent plus jouer véritablement sur le levier du Hamas, et pour cause. Pas davantage sur le Hezbollah chiite libanais, qui a été lui aussi considérablement affaibli. Les Houthis du Yémen eux-mêmes sont en but à des raids britanniques et américains, donc leur capacité de nuisance a été amoindrie. Donc, si l'on s'en tient maintenant au potentiel iranien, selon les services occidentaux, l'estimation va entre 600 et maximum, à mon avis c'est une projection un peu aventureuse, 2000 missiles qui pourraient être porteurs de charges conventionnelles et hypothétiquement, encore une fois, nucléaires. Ce qui me paraît important, si vous voulez, c'est que traditionnellement, Israël a toujours joué sur 3 leviers pour freiner le programme nucléaire iranien, les infrastructures, on en a vu l'exemple ici, mais aussi les acteurs,
en l'occurrence là, chef d'état-major, patron des passes d'Aran, les gardiens de la Révolution, scientifiques, etc. Et puis n'oublions pas également les virus. Vous avez vu cette formidable opération qui s'appelait Stuxnet en 2010, qui était une sorte de joint venture entre la NSA, la CIA américaine et le Mossad israélien, qui avait injecté par une clé USB de quoi affoler totalement les systèmes de... Très vite, en quelques mots, la réaction d'Emmanuel Macron... Bon, il invoque le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Et il dit que toutes les mesures seront mises en place pour assurer la protection du territoire national et de nos concitoyens. La France est menacée aujourd'hui. Je suppose qu'il faut inscrire cette déclaration dans la crainte qui est la sienne et qui n'est pas totalement infondée, qu'une fois encore, vous ayez un impact hexagonal d'une crise qui se joue à 2000 ou 3000 km d'ici. Merci beaucoup Vincent Hugeux, Jonathan Serrero, et merci à vous David Chavalarias d'avoir été notre invité dans Ça vous regarde. Bonne soirée à tous et bon week-end sur LCP.